Le municipalisme démocratique. Alors je vais m'efforcer de définir les contours de cette notion de municipalisme démocratique, notion relativement nouvelle, néologisme même, composé de deux termes toutefois universellement connus, mais pas forcément toujours affectés d'une situation, d'une signification identique par tout le monde. Cet exposé sera divisé en 6 chapitres. Premier chapitre, l'étude arithmétique du phénomène abstentionniste, c'est-à-dire que nous verrons les chiffres, nous verrons ce que les maîtres du pouvoir leur font dire et ce que nous, on peut leur faire dire. Deuxième chapitre, l'analyse du comportement de l'électeur, donc une interprétation des chiffres. Troisième chapitre, la démocratie directe, donc quels sont les fondements de la démocratie directe. Quatrième chapitre, les assemblées citoyennes locales, qui sont l'outil majeur, la cheville ouvrière de la démocratie directe dans son application au niveau local. Je vous parlerai en cinquième partie du modèle de Murray-Bookchin, du municipalisme libertaire, et voir les points communs avec le municipalisme démocratique. Et je terminerai en sixième partie avec le projet débat citoyen qui propose une schématisation de ce que nous appelons le municipalisme démocratique. Alors, lorsqu'on observe avec attention les comportements actuels des citoyens vis-à-vis de la classe politique, on se rend compte que l'une des caractéristiques les plus remarquables du rapport peuple-dirigeant, c'est la montée en puissance de l'abstention. Dans la continuité des élections présidentielles et législatives de 2017, les dernières élections européennes de 2019 confirment cette tendance, une tendance récurrente depuis la fin des années 1970, c'est-à-dire une trentaine, 50 ans. Cette même tendance a été constatée pour les municipales pendant la même période, en atteignant même un record de 55,5% au premier tour de mars dernier, bien que ce chiffre puisse sensiblement être gonflé par la crise sanitaire décente, mais pas sûr. Les prochains chiffres, en tout cas du second tour, prévu pour septembre ou peut-être même pour fin juin, nous éclaireront à coup sûr plus complètement sur l'ampleur du phénomène. Parce que cette montée en puissance de l'abstention, c'est un signe fort, un signe évident que les citoyens qui rejettent le système représentatif actuel sont de plus en plus nombreux et nous allons voir, et je vais m'efforcer de le démontrer, qu'ils sont même devenus majoritaires dans le pays. Parce que ce système représentatif, qui est de plus en plus massivement rejeté, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est en premier lieu un système qui réserve l'exercice du pouvoir à un nombre restreint de personnes. Mais qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Parce qu'il y a plusieurs pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et même encore quelques autres pouvoirs dont nous reparlerons sans doute un peu plus loin. Alors, c'est vrai, il existe plusieurs pouvoirs, mais c'est vrai aussi qu'il n'y a qu'un seul pouvoir suprême, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des lois et plus globalement, on va dire de règles coercitives, un pouvoir qui décide à lui tout seul de la façon de fonctionner de tous les autres pouvoirs qui, de fait, ne sont plus finalement que des pouvoirs dérivés, voire de simples fonctions, comme nous les appelons dans notre schéma de démocratie directe. Eh bien, la principale caractéristique du système représentatif, c'est de réserver l'exercice du pouvoir suprême à un nombre restreint de personnes, la plupart d'ailleurs même pas élues. On le verra également un petit peu plus tard. Et le fait que ce système se fasse appeler démocratie, ou plutôt s'auto-dénomme démocratie, s'auto-proclame démocratie, ne doit pas nous abuser. Car ce système, que les citoyens électeurs rejettent massivement à chaque fois qu'ils sont consultés, par leur action abstentionniste précisément, devrait plutôt être dénommé oligocratie, c'est-à-dire étymologiquement pouvoir d'un petit nombre, au lieu de démocratie, qui signifie étymologiquement pouvoir du plus grand nombre, c'est-à-dire pouvoir du peuple. L'emploi du terme oligocratie pour désigner le système politique actuel nous est souvent reproché à nous autres promoteurs et défenseurs de la démocratie directe.
Ce terme oligarchie apparaît en effet, il semblerait qu'il apparaisse au premier abord, à la première audition, porteur d'une forte péjorativisation, ainsi que son dérivé oligocrate, désignant un acteur de ce système. Ça a presque l'air d'un gros mot, d'une injure. Le terme oligarchie paraît plus acceptable, plus poli, voire plus politiquement correct. Mais la question n'est pas là. Ça n'est pas une question de mots, mais une question de sens profond. Nous n'employons pas ce terme d'oligocratie pour discréditer notre adversaire, ni pour l'insulter, mais tout simplement pour utiliser, nous souhaitons utiliser un terme précis, désignant très exactement un système dans lequel c'est un nombre restreint de personnes, oligos en grec, qui exerce le pouvoir suprême, kratein en grec, oligos kratein, ou plus largement, c'est celui de faire les lois, toutes les règles coercitives, qui édictent des interdictions et des obligations dont la non-observation est sanctionnée par la violence légale. Cet emploi du terme oligocratie est pour nous d'ailleurs d'autant moins porteur d'opprobre que nous respectons au plus haut point tous les citoyens qui sont partisans de ce système oligocratique. Nous comprenons et nous connaissons leurs raisons, leurs motivations, et nous les entendons. Mais nous nous permettons, en application du principe de démocratie en général, nous nous permettons de les contredire, et nous espérons qu'ils nous laissent la liberté de le faire. Mais revenons à cette affirmation que je vous livrais en début d'entretien. Que les citoyens qui rejettent le système représentatif actuel sont bien devenus majoritaires dans le pays. Cette affirmation peut surprendre. Elle peut surprendre d'autant qu'elle n'est énoncée dans aucun média, et pour cause, puisque, comme vous le savez, les médias sont tous propriétés de cette même oligocratie. Mais cette affirmation, elle est pourtant exacte, et même rigoureusement exacte, rigoureusement du point de vue de l'arithmétique. Mais nous savons que l'arithmétique rigoureuse, n'est guère prisée par les représentants du pouvoir oligocratique et par leurs organes médiatiques affiliés et par la plume de leurs folliculaires salariés, car ces gens-là préfèrent une arithmétique revue et corrigée par eux en fonction de ce qu'ils veulent faire dire aux chiffres. Mais les chiffres, eux, sont têtus. Et lors de la dernière élection, cette fois encore, ils ont mis les maîtres du pouvoir en face de la dite réalité, celle d'un rejet majoritaire par le peuple du système politique qu'ils nous proposent, ou plutôt qu'ils nous imposent. L'idée que je voudrais développer ici devant vous, et vous l'avez compris, c'est l'idée que le fait abstentionniste est devenu majoritaire dans notre pays, ceci pour un premier point. Mais il y a un deuxième point. C'est que ce fait abstentionniste envoie un signal fort à l'oligocratie régnante en lui disant « Le peuple ne croit plus à votre système représentatif, il veut autre chose ». Alors pour servir de base à notre démonstration, on va voir en détail comment les chiffres des dernières élections européennes, on va prendre les élections européennes, mais les ordres de grandeur sont les mêmes dans les autres élections, mis à part l'élection présidentielle, on y reviendra, et voir comment les médias présentent ces chiffres. Alors, on glissera très rapidement sur les scores des principales listes des partis du système représentatif, LR, LRM, FRN et FFI, bref, qui ne représentent strictement aucun intérêt dans le cadre de notre démonstration, pour ne nous concentrer que sur les seuls chiffres à notre sens dignes d'intérêt, ceux qui portent la voix générale de tous ceux qui rejettent les procédures de prise de décision de ce système. Procédures, faut-il encore le rappeler, qui nous sont imposées, comme je viens de le dire, et que nous ne pouvons pas modifier nous-mêmes, c'est-à-dire nous, les citoyens. Alors, une première lecture de ces chiffres
peut être faite bien sûr en consultant la synthèse fournie par le ministère de l'Intérieur, mais naturellement, comme nous aurions pu nous en douter, nous allons constater que cette synthèse est astucieusement fallacieuse, et fallacieuse de façon astucieuse. Que nous apprend cette synthèse? Alors, on va se baser, encore une fois, sur les chiffres des dernières élections européennes. Elle nous apprend que les inscrits, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'effort de se faire inscrire sur une liste électorale, sont au nombre de 47 300 000. Les votants, c'est-à-dire que ceux qui se sont déplacés dans les bureaux de vote, sont au nombre de 23 700 000. Et les dénommés abstentionnistes par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les inscrits qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote, sont 23 600 000, soit 49,8%. Voilà, jusque-là tout va bien. On a bien votant plus abstentionniste, déclarait-elle, égale inscrit. 23 millions 7 plus 23 millions 6 égale 47 millions 3. Bref. Par contre, en regardant un petit peu plus en détail les résultats, nous constatons que parmi les déclarés votants par le ministère de l'Intérieur, il y a 500 000 blancs et 500 000 nuls, un petit peu plus. Soit environ 1 million de citoyens qui, de façon objective et arithmétique, sont à approcher des officiellement dénommés abstentionnistes, ceux qui ne se sont pas déplacés, puisqu'ils ne pèseront d'aucune façon sur le scrutin. Je le répète, ils ne pèseront d'aucune façon sur le scrutin, et ce, de façon volontaire et consciente. Ce qui, si on raisonne rationnellement, signifie au minimum qu'ils éprouvent un non-intérêt pour la procédure proposée, ou au maximum qu'ils manifestent un rejet de cette procédure. Voici donc pour une première rectification, petite rectification, en l'occurrence une requalification des genres, qui nous permet d'augmenter sensiblement le nombre des abstentionnistes et de requalifier les dénommés citoyens votants en citoyens acceptant les procédures de votation, ce qui est sensiblement différent. Et du coup, ils ne sont plus au nombre de 23 millions 7, mais ils sont descendus au nombre de 22 millions 6. Et du même coup, les citoyens non votants, c'est-à-dire les citoyens qui n'acceptent pas les procédures de votation proposées et imposées, sont au nombre de 24 millions 7, ce qui fait monter le pourcentage de ceux qui rejettent le système à 52%. 52% au lieu de 49,8%, c'est déjà une gentille rectification, mais ce n'est pas tout. Car, quand nous disons 52% de non-votants, au fait c'est 52% par rapport à quoi? 52% de qui? Si nous restons encore un petit moment dans la logique de présentation de l'oligocratie, ce 52%, c'est 52% des inscrits. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un inscrit? Un inscrit, c'est un citoyen qui a fait l'effort d'aller se faire inscrire sur une liste électorale. Et là, nous ouvrons une nouvelle boîte de Pandore, une boîte de taille, en effet. Si nous continuons à étudier notre petit problème d'arithmétique, nous remarquons qu'il y a une singulière distorsion entre le nombre des citoyens comptabilisés par le système oligocratique, pour établir ces statistiques électorales, pour établir la base de ces statistiques électorales, 47 millions 3, et le nombre total de la population française qui est de 67 millions. Mais où sont donc passés, et qui sont ces 20 millions non comptabilisés, ni en termes absolus, ni en termes relatifs? Bon, évidemment, un premier élément de réponse est d'enlever les moins de 18 ans qui ne possèdent pas encore le droit de vote et que nous pouvons estimer à 14 millions et demi. Lorsque nous retirons le chiffre de 14 millions et demi des moins de 18 ans au chiffre de 67 millions total de la population française, nous obtenons 52 millions et demi. C'est un chiffre bien différent de celui de 47 millions 3 qui sert de base à l'établissement de tous les pourcentages pour toutes les élections entre les votants, les non-votants, les exprimés, les non-exprimés, les abstentionnistes, etc., etc., etc. La réalité,
C'est donc qu'il y a 52 millions et demi de Français non privés de leur droit de vote, donc en capacité de voter, et pas 47 millions, comme on veut bien nous le faire croire. Donc 5 millions et demi non comptés. Ce qui modifie encore de façon considérable les pourcentages des non-votants, que j'appellerai, si vous me le permettez encore une fois, les contestataires des procédures, ceux qui rejettent le système oligocratique de votation. En partant de cette nouvelle base électorale ainsi réévaluée, ce n'est donc plus 52% mais 57%, ce n'est plus 52% mais 57% des citoyens qui rejettent le système contre, par conséquent, 43% qui y souscrivent, quelle que soit la couleur de leur vote. Le même calcul, appliqué d'ailleurs au premier tour des législatives de 2017, donne 58% de non-votants contre 42% de votants. Au second tour, 62% de non-votants contre 38% de votants. Le même calcul appliqué au municipal de 2014 donne 48% de non-votants contre 52% de votants. Tous ces chiffres confirment donc et sans équivoque aucune, d'un point de vue arithmétique, une tendance lourde, une tendance récurrente, une tendance désormais indiscutable dans notre pays. Cette tendance est désormais devenue une constante et une réalité. Et cette réalité, c'est que ceux qui rejettent le système oligocratique constituent, et de très loin, le groupe citoyen le plus important de France en termes relatifs. Une deuxième réalité, c'est que, en plus, ce groupe citoyen de non-votants obtiendrait la majorité absolue dans la plupart des élections, et notamment dans celles à caractère législatif. Voici donc démontré le premier point de notre théorème, à savoir que ceux qui ne se prononcent pour aucun candidat aux élections, autre que le cas des élections présidentielles qui constituent une analyse à part, sont devenus largement majoritaires dans le pays. Et lorsque nous disons majoritaire, cela signifie soit qu'ils ont non seulement la majorité absolue dans de nombreux cas, mais également qu'ils obtiendraient dans tous les cas, cette fois, la majorité en tant que parti, s'il y avait un scrutin majoritaire tel que celui dont les procédures sont définies par la Constitution de 58, qui prenait en compte ce contingent. Alors, vu sous un autre angle, ça signifie que la prise en compte du non-vote, j'ai dit bien non-vote, pas vote blanc, parce que le vote blanc, c'est déjà une concession, une reconnaissance implicite du système. La reconnaissance du non-vote invaliderait la plupart des élections, et même dans le cas, et même si on mettait un quota d'invalidation relativement haut, voire 50%, par exemple. Alors, toutes ces considérations sont-elles suffisantes, néanmoins, pour démontrer le second point de notre théorème, à savoir que ces non-votants, qui sont majoritaires dans le pays, d'un point de vue arithmétique, constituent pour autant une masse homogène de citoyens réunis par le plus petit commun dénominateur, celui du rejet de ce système représentatif. Alors, c'est naturellement ce que contestent fermement les zélateurs de ce même système oligocratique, qui ne voient dans les votants que soit des mauvais citoyens, tout juste bon à être passibles d'une amende pour non-respect du devoir civique, on voit là apparaître la notion de vote obligatoire, ça c'est l'avis de la faction la plus autoritaire, soit, autre analyse, soit ce sont de simples idiots qui ne s'intéressent pas à la politique et qui de ce fait laissent le soin aux autres de choisir pour eux. Ça c'est l'avis de la faction la plus modérée. Alors à ce stade de mon propos, vous devez peut-être vous demander pourquoi je m'attarde autant sur l'analyse de l'abstentionnisme au lieu de traiter plus précisément ou plus directement du sujet proposé, à savoir du municipalisme démocratique. Eh bien, je vous répondrai que, au contraire, nous sommes en plein au cœur du sujet, plus exactement à la racine du sujet, au niveau de la collecte des éléments qui vont nous permettre de formuler l'énoncé du problème qui nous occupe dans le cas de cet entretien. Énoncé que je vous propose ainsi. Comment l'habitant de la cité
peut-il participer aux décisions du pouvoir local autrement qu'en mettant un bulletin dans l'urne une fois tous les 6 ans? Et j'en arrive au point numéro 2, c'est-à-dire à l'analyse du comportement de l'électeur dans les élections du système oligocratique. Parce que formulée de cette manière, la question amène tout naturellement, peut amener une première réponse, ou plutôt une non-réponse en rafale, qui est celle-ci. L'habitant de la cité pense qu'il ne peut pas influer sur les décisions du pouvoir local. C'est pourquoi il pense que mettre son bulletin dans l'urne ne va lui servir à rien. Et donc c'est pourquoi il s'abstient. CQFD, la boucle est bouclée. Vous voyez donc bien, avec cette petite illustration, cette espèce de syllogisme, que la question de l'abstention est bien consubstantielle de la question de la participation. Participation, j'entends, aux décisions. Et que si les citoyens savaient qu'ils pouvaient participer aux décisions, ils ne s'abstiendraient pas. C'est ainsi que nous venons à formuler le théorème suivant que je vous propose. La vocation à l'abstention de l'habitant de la cité est inversement proportionnelle à son pouvoir d'influence sur les décisions du pouvoir local. Avec pour conséquence pratique la double équation suivante: faible pouvoir citoyen égale forte abstention, fort pouvoir citoyen égale faible abstention. Alors, ce raisonnement, il vaut pour l'échelle locale comme pour l'échelon national, bien qu'il relève chacun de logistique et de logique sensiblement différentes. Mais bon, nous laisserons de côté pour aujourd'hui la problématique de l'échelon national pour ne nous intéresser qu'à celle de l'échelon local, celle de l'interaction du citoyen avec le pouvoir municipal, et nous intéresserons au dispositif démocratique à mettre en place dans le cadre de cette interaction des citoyens avec le conseil municipal. Parce que le dispositif municipal actuel, sur quoi est-il fondé? Comment la loi définit-elle la mission du conseil municipal, d'un conseil municipal? Alors, si nous recherchons au sein du volumineux Code général des collectivités territoriales, si nous recherchons un principe fondamental, ce qui dit en passant, ce n'est pas une chose aisée, on arrive à trouver notamment l'article L 1111.1.1 qui stipule que l'élu local doit exercer ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité, ce qui nous semble la moindre des choses et dont d'ailleurs nous n'avons pas de raison de douter. Mais ça ne nous éclaire pas vraiment dans le cadre de notre investigation sur les bases fondamentales de l'action communale. Sur quoi sont-elles fondées? Alors si on va un peu plus loin, cet article indique, et là ça devient nettement plus intéressant, que dans l'exercice de son mandat, l'élu local doit poursuivre le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qu'il lui soit personnel ou de tout autre intérêt particulier. Voici donc énoncé le concept central, la notion fondamentale qui doit guider toute la gestion collective d'une commune, c'est l'intérêt général. Alors de ce point de vue, et pour revenir à notre citoyen de base, il semble évident que si ce citoyen de base peut influer, plus encore peut participer aux décisions du conseil municipal, il contribue de fait à la co-construction du vœu populaire qui, par définition, est constitutif de l'intérêt général. Constitutif de l'intérêt général, à moins qu'on considère que l'intérêt général, c'est pas ça, que ça ne réside pas dans le vœu populaire librement exprimé, mais dans, par exemple, l'omniscience d'une élite restreinte ayant acquis par la voie sélective, voire la voie élective, une sorte de diplôme l'autorisant à exercer seul ce magistère de l'intérêt général et donc de produire seul les règles législatives et les commandements exécutifs qui en découlent. Cette option fâcheuse, c'est ni plus ni moins celle du système de la démocratie représentative qui s'oppose à l'option que je défends avec d'autres, c'est-à-dire celle du système de la démocratie directe.
Alors ce système de la démocratie directe, qu'est-ce que c'est? J'en arrive à la troisième partie où je vais vous donner les bases, les principes fondamentaux du système de la démocratie directe tel que nous le concevons. Alors, la démocratie directe, c'est un système global, on va le voir, mais comment peut-elle trouver son application dans le cadre de la gestion de la collectivité locale? D'un point de vue global, général, il y a un leitmotiv en vogue ces derniers temps chez les fidèles représentants du système représentatif, un leitmotiv répété en boucle dans les médias oligarchiques, radio, presse, télé, qui, comme je l'ai déjà dit, appartiennent tous à une dizaine de familles ou groupes fortunés, capitalistiques ou multinationaux, commanditaires de l'oligocratie. Ce leitmotiv est présenté comme étant un axiome indiscutable, un axiome que ces gens-là ont déduit de leur analyse personnelle, notamment à partir du magma des restitutions du grand débat national, vous savez, celui du printemps 2019. Cet axiome, écoutez bien, c'est celui-ci: en France, personne ne veut de la démocratie directe. Cette affirmation, péremptoire s'il en est, n'est bien sûr, naturellement, assortie d'aucune définition de la démocratie directe par ceux qui la profèrent, ce qui, vous en conviendrez, leur permet de dire ou de soutenir et de contredire tout et n'importe quoi. Eh bien, je répondrai si, oui, messieurs les représentants du système patenté, ou plutôt non, il y a des gens qui veulent la démocratie directe en France, et notamment au plan municipal. Alors, l'appellation démocratie directe, dans le langage commun, on sait qu'elle est généralement employée pour désigner un mode de prise de décision politique issu du résultat d'une consultation populaire au suffrage universel. Bien plus dans la pensée d'un adepte des institutions actuelles, la démocratie directe, c'est grosso modo synonyme de référendum. Référendum prévu pour être utilisé par les maîtres du pouvoir chaque fois qu'ils ressentent le besoin de donner un petit peu plus de légitimité, voire une légitimité indiscutable, à telle ou telle décision qu'ils envisagent de prendre. Ce qui fait que dans l'optique de la Constitution française actuelle, mais en fait également dans celle de la plupart des autres pays, la démocratie directe ne serait donc qu'un simple ingrédient de la cuisine démocratique dont le saupoudrage d'une pincée plus ou moins substantielle serait de nature à modifier le goût général de l'organisation sociétale dans le but espéré que cette dernière soit ponctuellement, au moment du référendum, mieux appréciée du bon peuple. Au final, cette démocratie directe-là, c'est en fait qu'une simple variable d'ajustement de l'oligarchie au pouvoir, lui permettant de produire un certificat de bonne démocratie chaque fois qu'elle est poussée à le faire sous la pression, par exemple, de l'opinion publique ou de la rue. En réalité, la démocratie directe, ça n'est pas du tout cela. C'est un système global d'organisation politique. C'est-à-dire un système œuvrant aussi bien au niveau local que national, et qui au niveau local, par exemple, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, confie à l'ensemble des citoyens le pouvoir de peser sur les décisions municipales et de contrôler leur application. Peser sur les décisions et contrôler leur application. En résumé, je dirais que la démocratie directe, c'est tout simplement la vraie démocratie. Mais alors, comment installer cette vraie démocratie? Quels doivent être les contours de cette vraie démocratie au niveau local? Et quelles procédures pouvons-nous utiliser pour la mettre en place? Pouvons-nous ou devons-nous? Alors, on va revenir un instant à notre affaire d'abstentionnisme. Contrairement à ce que personnellement j'ai tenté de démontrer au début de cet entretien, certains observateurs attribuent cette tendance montante non pas à un rejet du système, comme je l'ai dit, mais l'attribuent à un
simple repli social, égoïste et consumériste des individus sur leur vie privée. D'autres analystes, qui sont pourtant pas classés parmi les adversaires résolus de l'oligocratie et les partisans de la démocratie directe, d'autres analystes font tout de même remarquer que, si c'est vrai que le remplacement progressif de toutes les valeurs humaines par la seule valeur économique, le capitalisme croissanciste, est certainement un facteur important de l'abstentionnisme croissant. Ce phénomène de l'abstentionnisme a été aussi suscité par l'existence même des institutions représentatives qui privent, parce qu'elles privent le citoyen, de tout pouvoir de décision quant à l'organisation de la vie en société, ne lui laissant le loisir que de choisir, d'élire des candidats de plus en plus identiques et éventuellement de participer à des consultations médiatisées dont les résultats ne seront jamais pris en compte, la fameuse farce de la démocratie participative. Alors cette observation-là est déjà plus pertinente. Rappelons-nous que plus anciennement, Jean-Jacques Rousseau, déjà en son temps, adressait ce type de critique au régime parlementaire. Et c'est en toute connaissance de cause d'ailleurs que les constitutions républicaines, depuis la fin du XVIIIe siècle, ont coulé dans le marbre ce régime qui ne laisse aucune chance à la démocratie, c'est-à-dire aucune chance au pouvoir exercé par le peuple. Mais avec le temps, la plupart des gens s'y sont habitués, se sont habitués à cette soumission. Et s'ils protestent parfois, c'est à propos du contenu d'une décision, mais pas du mode de décision lui-même. C'est ainsi que la revendication de mesures concrètes, sectorielles, corporatistes prend le pas sur la mise en cause du dispositif même d'élaboration de ces mesures concrètes. Même les Gilets jaunes. Ce mouvement remarquable qui a opéré le tour de force de libérer les esprits et la parole dans une société pourtant bloquée par le formatage de ces mêmes esprits et de cette même parole. Formatage par l'oligocratie dominante. Même les Gilets jaunes semblent en être réduits aujourd'hui, à une posture de protestation et de revendication ponctuelle, oubliant carrément de prendre en compte le mode même d'élaboration des décisions qu'ils contestent. C'est la victoire de la réforme sur la révolution. Bien plus, on peut même dire que les habitants des pays dits démocratiques sont maintenant suffisamment formatés par l'idéologie dominante pour considérer qu'une véritable démocratie n'est pas souhaitable. Est esprit d'ailleurs parfaitement illustré par l'axiome que je citais tout à l'heure, en France, personne ne veut, soi-disant, de la démocratie directe. Enfin, beaucoup de gens considèrent même qu'une vraie démocratie n'est pas possible, pas souhaitable, pas possible. Pourquoi? Parce que le pouvoir oligocratique, pouvoir propriété privée d'un nombre restreint de personnes, semble trop bien installé et trop puissant qu'il n'apparaît pas possible aux vrais démocrates de le remplacer rapidement par un pouvoir qui serait réellement démocratique. Et c'est contre ce mur de la faisabilité que se heurtent la plupart de ceux qui aspirent à changer radicalement le système, au point d'en être tentés, au point d'être tentés de se résigner à accepter définitivement le système tel qu'il est, comme une sorte de donnée naturelle et incontournable, et à limiter nos aspirations à l'engagement de quelques sporadiques actions revendicatives, et à se contenter au final de quelques résultats matériels plus ou moins tangibles obtenus. Et pourtant, un moyen existe pour commencer de mettre en cause le système oligocratique actuel, et pour y introduire un cheval de Troie réellement démocratique. Un moyen qui ne viole pas la loi, ni la Constitution en place, et qui ne peut donc pas être soumis à la répression policière ou à la stigmatisation médiatique, mais qui, pourtant, peut préparer le terrain à une véritable rupture avec le dispositif oligocratique. Ce moyen s'appelle les assemblées
citoyenne locale, ACL. Assemblée citoyenne locale à installer partout en France, dans chaque ville et dans chaque village. C'est ce que nous appelons le municipalisme démocratique et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Et alors nous en arrivons au 4e chapitre, les assemblées citoyennes locales. Alors qui sont ces assemblées citoyennes locales? Comme je l'ai dit, cheville ouvrière du municipalisme démocratique, outil majeur, et dont on commence à entendre parler un petit peu partout, et notamment dans la perspective des élections municipales en cours. Que recouvre ce concept? Est-ce une pure création de l'esprit, émanant de doux rêveurs plus ou moins anarchistes, libertaires ou révolutionnaires pacifiques? Ce concept n'était qu'une excroissance d'un ultra-démocratisme utopique, comparable par exemple au socialisme utopique moqué en son temps par Marx et Engels, et qui nous avait donné les phalanstères de Charles Fourier, les usines modèles de Robert Owen ou les Icaries d'Étienne Cabet. Ne revêt-il pas ce concept au contraire le caractère inquiétant de la sans-culotterie des XVIIIe et XIXe siècles, qui nous a donné les deux communes de Paris, celle de 1792 et celle de 1871, qui nous a donné les assemblées primaires, instituées par la Constitution montagnarde de 1793, Constitution qui énonçait d'ailleurs notamment que l'Assemblée nationale ne pouvait adopter de projet de loi de portée générale sans que ces derniers aient été soumis au préalable à l'approbation ou à l'improbation d'assemblées primaires locales. Ces assemblées d'ailleurs pouvaient s'auto-convoquer pour faire adopter telle ou telle mesure législative ou constitutionnelle. Dispositif qui ressemble de très près à celui des assemblées citoyennes locales dont nous parlons. Car le vote local des citoyens sur les lois avait été alors déjà pensé en 1793 comme un compromis entre représentation et démocratie, ce qui rapporté au niveau local signifie un compromis entre un conseil municipal et une assemblée communale. Voici maintenant le moment de vous parler un peu du modèle de Murray Bookchin. Murray Bookchin, ce philosophe décédé en 2006, qu'on a appelé le père de l'écologie libertaire, a développé un modèle dit du municipalisme libertaire ou communalisme et qui se rapproche sensiblement par certains aspects du municipalisme démocratique dont nous parlons. Ce modèle consiste, au commencement, dit Bookchin, à fonder un petit groupe municipaliste sur son lieu de vie. Une fois structuré, politiquement et humainement soudé, il devra s'élargir et s'adresser aux habitants du quartier, ville, bourg, arrondissement, puis de la ville, afin de devenir une force politique. Ce groupe, selon Bookchin, adossé à un règlement intérieur qu'il aura élaboré et prenant graduellement la forme d'un mouvement, c'est une différence avec les assemblées citoyennes locales, optera pour un nom simple à mémoriser, par exemple, Assemblée citoyenne locale. Et il s'efforcera de convaincre les citoyens alentours sur la base de deux points essentiels, les enjeux de proximité, c'est-à-dire la vie quotidienne, le travail, et la démocratie directe, c'est-à-dire la participation aux décisions coercitives. Ce mouvement, toujours selon Bookchin, aura vocation à s'adresser au plus grand nombre et non aux seuls militants ou citoyens déjà au fait, déjà avancés, ayant amorcé une réflexion sur les enjeux. Le temps passant et la mobilisation militante opérant, le mouvement s'imposera comme un acteur clé de la vie journalière du quartier ou de la ville. La base institutionnelle des futures municipalités devenues démocratiques sera l'Assemblée citoyenne locale, l'ACL. L'ensemble de la population d'un espace délimité sera convié à s'y retrouver afin de délibérer et de prendre en charge les questions d'intérêt commun. Le citoyen, selon Bookchin, perdra ainsi son statut de mineur incompétent soumis à la tutelle de l'État,
et deviendra enfin majeur à mesure que la politique deviendra la province des amateurs, la province des gens ordinaires. Ces assemblées, imaginées par Bookchin, seront l'espace de la recorporalisation des masses, de la formation réelle du corps politique. Elles se réuniront à intervalles réguliers dans divers lieux possibles. La liberté d'expression devra être la plus complète, et ce, quelles que soient les divergences idéologiques, éthiques, ethniques ou partidaires. Les décisions seront prises après débat, par votation et à la majorité. La minorité aura à s'y conformer, mais elle pourra, sans contredit, continuer d'exprimer ses désaccords et chercher à convaincre la majorité de réviser son jugement. Les dissidents devront exister, car sans désaccord, une société ne peut pas être libre, vouée qu'elle serait à sombrer dans la stagnation. Et j'ajouterai à titre personnel, sur cet énoncé de Bookchin, que je considère en effet que les désaccords sont le fruit même de la vraie démocratie, et que l'absence constante de désaccords dans un groupe décisionnaire est un signe inquiétant pour les citoyens qui y sont soumis aux décisions que ce groupe va prendre. Or, nous constatons que c'est très souvent le cas dans les conseils municipaux des petites communes et même des plus grandes. Toujours selon Bookchin, pour ces assemblées petit à petit mises en place, deux voies s'offriront. Première voie, le mouvement fort de l'intérêt croissant de la population locale pour la démocratie directe sollicitera le conseil municipal existant et exigera de lui qu'il reconnaisse légalement la légitimité de l'Assemblée citoyenne et sa participation effective à la vie politique. Comme cette éventualité est hautement improbable, et nous en faisons tous les jours l'expérience, Bookchin imagine une deuxième voie. Une deuxième voie qui n'est pas la nôtre. Mais cette deuxième voie, c'est celle-ci. Les militants municipalistes devront dès lors se présenter à chaque élection municipale, afin de pouvoir un jour prendre la main sur le conseil municipal, puis par décision majoritaire, conférer les pleins pouvoirs aux assemblées citoyennes locales. Bookchin nous rassure en pronostiquant que les premiers échecs électoraux seront inévitables, mais ne devront pas constituer un frein à l'action citoyenne et n'auront pas à susciter chez nous de l'amertume ni à nous décourager. Car il ne s'agira pas tant de gagner tout de suite que de grandir lentement et organiquement, de créer une vaste, solide et profonde toile sur l'ensemble du territoire. Et avec le temps, ces assemblées finiront par obtenir les pleins pouvoirs dans un certain nombre de municipalités du pays, de façon spontanée. Bookchin imagine ensuite un congrès de délégués, qu'il appelle Conseil fédéral, sera mis en place autour d'une assemblée confédérale, une commune des communes, en quelque sorte. Ces délégués ne seront pas des représentants mais des exécutants, élus, révocables à tout instant. Ils ne parleront pas à la place du peuple mais appliqueront les décisions actées à l'échelle municipale. Ce conseil fédéral aura vocation à coordonner les municipalités, à régler les questions impossibles à traiter localement, comme par exemple la construction d'une route traversant plusieurs secteurs, en application du fameux principe de subsidiarité qui délègue à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur n'est pas en mesure de faire. Puis vient le second étage de l'échafaudage imaginé par Bookchin, le confédéralisme. Les assemblées confédérales constitueront entre elles un vaste réseau interconnecté sur tout le territoire national. En réalité, il s'agit pour Bookchin d'ériger un contre-pouvoir à l'État-nation et, comme il le dit, de croître au nez et à la barbe du gouvernement. Gouvernement qui, on s'en doute, ne verra pas semblable expansion d'un bon œil. Mais le pari de Bookchin, c'est le suivant.
c'est que la propagation libre et volontaire des municipalités démocratiques ou démocratisées entraînera de nombreux bienfaits tangibles et redonnera un sens aux existences de millions de citoyens jusqu'alors anémiés, assujettis, privatisés, abrutis par le marché de l'emploi et l'oligocratie, et dépossédés de tout pouvoir, excepté celui de consommer et de se taire. Les sympathisants de ce mouvement devenu majoritaire au sein de la population, déserteront progressivement et spontanément les structures stratonationales, oligocratiques, au profit de la révolution municipaliste. L'État, discrédité moralement, en viendra à perdre sa légitimité de fait et tout ce qui lui reste d'aura. Alors la question, c'est de voir quelles peuvent être les résonances pragmatiques et relevant du domaine du possible, de la mise en perspective de ce modèle théorique avec le modèle actuel. Car c'est un fait que ce modèle, pris dans sa globalité, et Bourchier en convient d'ailleurs volontiers lui-même, ce modèle ne se fonde sur aucune expérience historique. Il existe seulement des inspirations comme la démocratie athénienne, les communes de l'Europe médiévale, la Nouvelle-Angleterre, le Paris révolutionnaire, dont on a déjà parlé, ou l'Espagne anarchiste. C'est ainsi que pour imaginer cette mise en place pragmatique et réelle, je vais maintenant vous parler du projet, de notre projet, celui de débat citoyen. L'association, dans le cadre de la 6e et dernière partie de cet entretien, l'association débat citoyen travaille depuis maintenant 3 ans à faire émerger ce type d'assemblée. Alors, mobilisés que nous avons été dans un premier temps pour pallier l'absence de structures dédiées au débat local entre les citoyens dans notre pays, et donc organiser des débats sur des sujets généraux et de société, nous avons rapidement mis en évidence le besoin des participants d'instaurer des dispositifs pérennes ayant pour objectif non plus des débats théoriques, mais des échanges pragmatiques sur des sujets concrets, traitant des affaires publiques locales, régionales, nationales, voire internationales, mais surtout locales. Et c'est ainsi que nous avons fait évoluer nos groupes de réflexion vers des formes d'assemblées dont l'ensemble des principes de fonctionnement ont été réunis dans une charte qui, tout en étant naturellement évolutive et amendable, ce n'est pas un dogme, a vocation à fédérer tous les projets similaires qui émergent actuellement en nombre significatif ici et là dans toutes les régions de France ou dans certaines régions de France. Alors cette charte, elle est basée sur 6 principes fondateurs qui sont les suivants. Premier principe, charte de l'Assemblée citoyenne locale. Premier principe, la continuité. Une Assemblée citoyenne locale, ACL, assure des permanences d'ouverture régulières. Jours et horaires d'ouverture sont fixes, connus, le plus largement diffusés. Deuxième principe, l'accessibilité. Une Assemblée citoyenne locale, c'est la propriété de tous. Elle est ouverte à tous les citoyens d'un périmètre donné. Il n'y a pas d'inscription, pas de cotisation, pas de carte de membre. De ce fait, la régularité de la fréquentation des citoyens n'est pas nécessaire, n'est pas exigée. Une ACL est apolitique. Apolitique dans le sens qu'elle n'est pas le lieu d'expression proclamé ou déclaré d'un clan ou d'une mouvance quelconque. Troisième principe, la mutabilité. Une ACL a vocation à traiter de tout sujet en prise avec l'actualité, en prise avec les besoins des citoyens, et plus généralement de toutes circonstances nouvelles. L'ordre du jour est établi par les citoyens eux-mêmes via le site internet de l'Assemblée citoyenne locale, sur lequel ils peuvent déposer des propositions de sujets à débattre. Quatrième principe, l'indépendance. L'Assemblée citoyenne locale est totalement indépendante de la représentation. Elle ne peut être ni organisée, ni présidée par un ou par plusieurs élus. Les élus ne peuvent participer aux sessions de l'Assemblée citoyenne locale, excepté en tant que simple auditeur, sans parler
et sans faire de geste. Tout comme un citoyen lorsqu'il assiste à un conseil municipal. L'Assemblée citoyenne locale peut toutefois décider d'auditionner ou de donner la parole à un élu si elle le juge nécessaire, comme un conseil municipal. Elle peut également, bien entendu, décider d'auditionner un expert sur un sujet donné pour donner plus d'explications sur un sujet qu'elle étudie. Cinquième principe, le débat argumenté. Les débats d'une assemblée citoyenne locale se déroulent selon le mode contradictoire argumenté, c'est-à-dire que chaque intervenant est invité à faire l'effort d'argumenter ses affirmations et est invité à éviter les opinions subjectives ou de pur ressenti. Il ne s'agit pas tant de valider la qualité d'une affirmation, mais de faire l'effort de donner l'argumentation qui la sous-tend. Sixième et dernier principe, la transparence. Les sessions de l'Assemblée citoyenne locale se déroulent en toute transparence, c'est-à-dire que chaque session doit faire l'objet d'un compte-rendu synthétique écrit, bien entendu, mais également d'un enregistrement audio intégral placé en libre consultation en podcast sur le site internet ou mieux, accessible en live par un dispositif de streaming. Alors maintenant, concernant les relations de l'Assemblée citoyenne locale avec la représentation. L'Assemblée citoyenne locale transmet des communications et des notifications à la représentation locale de 4 types. Les questionnements, elle pose des questions, les critiques argumentées, des suggestions et, pourquoi pas, des approbations. Concernant la légitimité de l'Assemblée citoyenne locale, dans le cadre de l'organisation sociétale actuelle, il est bien évident que les assemblées citoyennes locales ne peuvent naturellement être investies d'aucun pouvoir effectif. Mais il est également certain que leur activité, si elle se développe, est de nature à peser implicitement, comme nous l'avons dit, sur les décisions de la représentation. On pourrait ajouter que dans l'optique d'une autre organisation sociétale à venir, elle pourrait constituer, on y reviendra, des laboratoires de l'exercice d'un réel pouvoir citoyen. Concrètement, dans ses relations avec la représentation, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, mais là c'est l'aspect local qui nous intéresse, l'ACL peut revendiquer une légitimité qui, à défaut d'être inscrite dans la loi, comme je viens de le dire, peut se fonder sur 2 critères très importants. Le premier critère, c'est la vocation de service public. Pourquoi ? Du fait tout simplement de la conformité de la charte de l'Assemblée citoyenne locale aux lois de Roland, dites loi du service public. Les 3 premiers principes, en effet, de l'Assemblée citoyenne locale, l'accessibilité, la continuité et la mutabilité, sont les 3 premiers principes des lois de Roland qui définissent les lois du service public. Elles confèrent donc de fait à l'Assemblée citoyenne locale une vocation de service public. Le deuxième point, c'est la reconnaissance d'intérêt général. La reconnaissance d'intérêt général pour l'ACL, dans la mesure où celle-ci respecte les 3 conditions requises par l'annexe 5 de la circulaire du 18 janvier 2010, qui sont les 3 conditions pour qu'une organisation soit reconnue d'intérêt général. Première condition, exercer une activité non lucrative, c'est le cas de l'ACL. Deuxième condition, avoir une gestion désintéressée, c'est le cas de l'ACL. Et troisième condition, ne pas être réservé à un cercle restreint de bénéficiaires, c'est très exactement le cas de l'Assemblée citoyenne locale qui est ouverte à tous. La nécessité d'amener l'instance territoriale à reconnaître la vocation de service public et le caractère d'intérêt général à l'Assemblée citoyenne locale est fondamental. Et plus précisément, et dans le cadre des prochaines élections municipales de 2020, ces ACL ont un rôle à jouer, mais avec une nuance importante par rapport à la vision de Murray-Bookchin. En effet, elles doivent, comme je l'ai dit, peser sur les élections, mais non pas
au contraire de ce qu'imagine Bookchin, n'ont pas se transformer en comité de campagne pour une liste donnée. Alors cette nuance, elle n'est pas toujours, malheureusement, bien comprise par ceux qui sont tentés par l'aventure Assemblée citoyenne locale, ACL. Et c'est ainsi que nous voyons fleurir, un petit peu partout, des listes dites citoyennes, qui, bien que souvent animées d'intentions louables, ne répondent pas aux critères que nous venons d'énoncer et se retrouvent enfermées dans un périmètre de pensée partidaire ou partisane. La technique de ces listes dites citoyennes, c'est de constituer un groupement de personnes, supposé représentatif, de l'ensemble de la population locale, parfois par le système du tirage au sort. Ensuite, de lui attribuer la dénomination d'assemblée citoyenne, ou même pourquoi pas d'assemblée citoyenne locale. Et ensuite, de faire valider leur programme, le programme de la liste, par cet amalgame, ou mieux toutefois, de demander à cet amalgame de fabriquer lui-même le programme, qui prend alors le titre de programme citoyen. Alors, attention, ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos. Sens de mes propos, qui ne sont pas de discréditer le moins du monde ces initiatives qui sont objectivement un mieux par rapport au système traditionnel oligocratique de désignation de candidats et d'établissement de professions de foi par des états-majors ou plus particulièrement dans le cas de certaines communes, établis par rapport à un système de domination féodale d'une seule personne, voire d'une seule caste, voire d'une dynastie. Le sens de mon propos, c'est uniquement de bien distinguer ces listes dites citoyennes, qui sont d'essence participative, de notre concept générique d'assemblée citoyenne locale, qui lui est d'essence démocratie directe. Alors d'autres formes d'assemblée citoyenne locale, sensiblement édulcorées, elles aussi, par rapport à notre concept original, voient également le jour actuellement, se rapprochant plus ou moins des modèles, des conseils de quartier définis par la loi de 2002 dont on reparlera, et qui se consacrent principalement à des questions ponctuelles dans le domaine de l'environnement ou de l'aménagement du territoire. Ces assemblées citoyennes s'apparentent plus, nous semble-t-il, à des structures d'accompagnement de la représentation, permettant accessoirement à cette dernière, à la représentation, de conférer un peu plus de légitimité aux décisions qu'elle envisage de prendre. Par ailleurs, ces assemblées citoyennes bien sages, ne sont pas portées vers l'intrusion, par exemple dans le domaine de la fixation des impôts locaux, ni dans celui de l'élargissement de la gratuité des services publics locaux, non plus. Deux éléments pourtant fondamentalement constitutifs de l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie de l'habitant de la cité. Niveau de vie, les finances, qualité de vie, les services publics. Alors comment faire? Comment installer ces assemblées citoyennes locales, outils majeurs du municipalisme démocratique, ces ACL, ayant pour vocation de peser sur le pouvoir local, de le questionner, d'apporter des critiques, de porter des critiques argumentées et des suggestions dans les domaines les plus variés, et dans la poursuite d'un seul intérêt, celui du citoyen, l'intérêt général. Depuis maintenant plus d'un an, nous avons travaillé dans ce sens avec l'association Débat Citoyen pour installer des ACL un petit peu partout en France, en Bourgogne, en Bretagne, Midi-Pyrénées, sur le Grand Lyon et plus particulièrement à Villeurbanne. Or, toutes ces expériences, plus ou moins réussies ou plus ou moins abouties, montrent qu'il est très difficile de créer de telles structures à partir de rien. Et que, en l'absence d'un cahier des charges rigoureux, tous ces embryons démocratiques courent en permanence le risque de la récupération par le pouvoir municipal. C'est alors que nous nous sommes intéressés à cette loi sur les conseils du quartier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que nous y avons trouvé, finalement, une piste possible, tout au moins une rampe de lancement possible, pour
instaurer des ACL tels que nous les préconisons dans le cadre du municipalisme démocratique. Cette loi de 2002, relative à la démocratie de proximité. Alors cette loi, elle impose aux municipalités de plus de 80 000 de créer des conseils de quartier et suggère simplement aux municipalités de 20 000 à 80 000 sans que ce soit obligatoire. Ces conseils, et pour celles de moins de 20 000, il n'y a pas non plus d'obligation. Ces conseils de quartier sont définis comme des espaces, sont définis par la loi, des espaces de mise en œuvre de la démocratie locale, sans qu'ils aient, comme le dit la loi, vocation à remplacer les organes légitimes de décision que sont le conseil municipal. Ceci est bien clair. Il s'agit pour eux, toujours selon la loi de 2002, de proposer, de conseiller, de jouer un rôle de lien et parfois de médiation entre la population et le conseil municipal. Cette loi, qui relève objectivement d'une bonne impulsion démocratique, cette loi, elle est malheureusement dévoyée, puisque la réalité montre que les conseils du quartier dans toutes les villes où ils existent, pratiquement toutes, sont largement manipulés par le pouvoir municipal, qui les confine dans un simple rôle d'accompagnement dont je viens déjà de parler à propos d'autres expériences. Notre projet à nous, dans le cadre de la promotion du municipalisme démocratique, il consiste tout simplement à booster, si je peux dire, ces conseils du quartier et à les transformer en quelque sorte en assemblées citoyennes locales, répondant à de véritables critères démocratiques. Et ceci par la mise en œuvre d'une charte que nous avons intitulée « Projet de création d'une assemblée citoyenne locale », déclinée en 2 versions, l'une destinée aux villes de plus de 5000 habitants et l'autre destinée aux villes de moins de 5000 habitants. Voilà. Alors, ce projet double, qui institue le fonctionnement d'un dispositif transitoire, en fait, puisqu'il s'agit bien de ça, entre l'ACL idéale, celle des 6 principes, et le conseil du quartier actuel, loi 2002, a été conçu de manière à être compatible avec cette loi 2002, et donc de ce fait, il est susceptible d'une application immédiate. Ça veut dire qu'il est réaliste, ça veut dire qu'il n'est pas utopique, et qu'il a pour vocation de constituer une base de réflexion pour tous les citoyens motivés par l'introduction de la démocratie citoyenne dans la gestion municipale. C'est ainsi que ce projet invite les conseils du quartier à s'intéresser à des sujets qu'ils ont pris pour habitude de délaisser, Et ce, pour des raisons tacites dont l'analyse, quoique fort instructive, serait trop longue à détailler dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui. Cette évolution proposée, que nous proposons au conseil du quartier, amènerait ainsi ces derniers à devenir de véritables assemblées citoyennes locales telles que nous les préconisons dans le cadre du municipalisme démocratique, en leur permettant d'obtenir une autonomie complète par rapport au conseil municipal dans les villes où ils existent déjà et dans les villes où ils n'existent pas, ou pas encore. Notre action doit viser à faire pression sur le pouvoir local, afin qu'il accepte de les installer de façon volontariste. Mais la partie n'est pas facile, parce que le principal obstacle rencontré ne se situe pas là où on le penserait. Eh bien non, le principal obstacle, ce n'est pas le pouvoir municipal, mais c'est bien les conseils du quartier eux-mêmes, actuels, tels qu'ils sont, et qui répugnent souvent à évoluer vers autre chose qu'un simple rôle d'accompagnement. Pourquoi cette apparente contradiction? La réponse à cette question relève en fait d'un principe de cercle vicieux suivant. Les gens qui sont dans les conseils du quartier vont dans les conseils du quartier précisément parce que les conseils du quartier ne s'occupent pas de choses dites politiques. Et ceux qui souhaiteraient que les conseils du quartier s'occupent de choses politiques ne vont pas dans les conseils du quartier parce qu'ils savent que les conseils du quartier ne s'en occupent pas. C'est l'image bien connue du chat qui se mord la queue. Mais en supposant ces obstacles résolus, et supposant que ces ACL transitoires puissent être installés, quel devrait être le rôle premier de ces futures structures? Parce que la première question à régler,
c'est celle de leur pouvoir effectif. L'objection la plus fréquemment opposée à la création de ces structures, c'est celle-ci. Il est difficile de mobiliser des gens en n'ayant comme seule proposition que des invités à discuter dans des assemblées qui n'ont pas de pouvoir réel. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que les ACL, même les ACL transitoires clonés des conseils du quartier, peuvent avoir une sorte de pouvoir, et ceci en toute légalité, car il convient de rappeler que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire de la Constitution française, stipule que tous les citoyens ont le droit de suivre par eux-mêmes l'emploi de la contribution publique. Ce droit inaliénable doit fonder l'une des missions de l'Assemblée citoyenne et se traduire au niveau local par le souci de veiller au bon emploi par les municipalités, la communauté de communes, le département, la région, du bon emploi des impôts locaux que payent les citoyens. C'est ainsi que l'Assemblée citoyenne locale est fondée à lancer une alerte chaque fois qu'elle s'interroge sur une utilisation des finances publiques possiblement non engagée dans l'intérêt général. Nous retombons ici sur l'idée fondamentale qui doit guider toute la gestion collective, locale, l'intérêt général. Ou bien une décision décidée sans qu'une étude préalable suffisante ait été engagée pour en garantir un bénéfice tangible et durable pour la collectivité, donc un intérêt général. Ou, encore mieux, sans qu'une consultation populaire au suffrage universel, précédée d'un débat préalable, l'ait approuvée. Cette dernière option, ça s'appelle un référendum local. C'est licite. Et c'est même prévu par les textes législatifs. Et à notre sens, c'est la seule procédure qui valide sans conteste possible le caractère d'intérêt général d'une décision locale, mais sans aller jusque-là. Les alertes lancées par l'ACL ont pour objet d'interpeller le conseil municipal sous la forme, comme je l'ai dit, selon le cas de questionnements, de critiques argumentées, de suggestions sur tel ou tel sujet intéressant la vie locale. Par ailleurs, l'Assemblée citoyenne est également fondée à prendre des initiatives en dehors de toute contingence, c'est-à-dire sans qu'elles soient forcément reliées à une affaire en cours. Et notamment, l'Assemblée citoyenne est fondée à engager des enquêtes publiques citoyennes sur tout sujet qu'elle juge d'importance, et également, pourquoi pas, des audits que nous appellerons audits communal citoyens, et qui permettront de livrer un diagnostic citoyen détaché de toute préoccupation partisane sur l'action de la municipalité. Cet audit communal citoyen, ACC, doit être l'un des outils principaux de l'Assemblée citoyenne locale, ou tout au moins la cheville ouvrière de sa mise en place. En effet, je vous rappelle que nous sommes en train de réfléchir à la question suivante. Quelle doit être la mission de l'Assemblée citoyenne? Quel doit être son travail? Quel doit être son plan de charge concret? Dans la mesure où son objectif global, lui, il est parfaitement défini. Son objectif global, c'est faire intervenir les citoyens dans les décisions du conseil municipal autrement que par une action consistant à mettre simplement un bulletin dans une urne une fois tous les 6 ans. Nous venons de parler du travail d'alerte de l'Assemblée citoyenne, des questionnements qu'elle peut lancer, des critiques argumentées qu'elle peut poser, des suggestions qu'elle peut amener vis-à-vis du conseil municipal. Mais tout ça, ça reste finalement très théorique. Et nous constatons, au sein des ACL naissantes ici ou là, un problème récurrent d'organisation du travail. Une difficulté à établir des ordres du jour réellement pertinents et efficaces en regard de l'objectif global. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte
que la mise en place d'une assemblée citoyenne devait impérativement s'accompagner d'un travail concret d'analyse du fonctionnement du conseil municipal local, analyse qui va permettre de constituer la base, le socle, la trame et le cadre des débats de l'assemblée citoyenne, afin que ceux-ci ne se perdent pas dans les méandres d'une réflexion tous azimuts, une réflexion non contrôlée et finalement inefficace du point de vue du but recherché. Cet audit, qui doit être engagé par des militants volontaires de l'action citoyenne. Et ils seraient les premiers artisans de la future Assemblée citoyenne. Cet audit doit débuter par une analyse détaillée des comptes rendus des conseils municipaux et se concentrer notamment sur les engagements financiers de la commune avec une attention particulière portée aux investissements en budget annexe, c'est-à-dire aux dépenses n'entrant pas dans le cadre des activités naturelles, si je peux dire, de la commune, telles que définies dans le Code des collectivités territoriales, soit pour parler plus clairement aux engagements à caractère commercial, afin d'évaluer du point de vue citoyen s'ils présentent bien le caractère d'intérêt général ou pas. D'une façon plus générale, l'une des principales lignes de mire de cet audit sera de déterminer à chaque fois la quantité de bénéfices matériels ou immatériels, de bénéfices perçus par la collectivité en regard des dépenses engagées pour y parvenir et dans quelle mesure celles-ci, les dépenses, ont pu influer sur la pression fiscale du citoyen, c'est-à-dire sur l'augmentation ou la diminution des impôts locaux, ce qui constitue l'un des sujets principaux de préoccupation des habitants de la cité. Concrètement, l'audit communal citoyen visera également à faire un bilan et évaluer la performance de la commune dans les 9 domaines non limitatifs suivants que nous vous proposons. Premier domaine, acceptation de l'audit. Alors, c'est une rubrique préliminaire consacrée à l'évaluation du niveau de collaboration de la municipalité avec les auditeurs citoyens et à l'analyse des éventuelles résistances. Deuxième chapitre, la démocratie. Évaluer les procédures de concertation lors des prises de décision locales, tel est l'objectif de cette rubrique, et notamment dans le positionnement de la municipalité par rapport à la charte de l'Assemblée citoyenne locale, la charte que nous allons lui soumettre. Troisième rubrique, l'éthique. Cette rubrique consiste à évaluer le respect des dispositions éthiques et notamment le positionnement de la municipalité par rapport à la charte de l'éthique communale que voici, que nous avons recopiée depuis les 36 propositions de l'association Anticorps. Quatrième rubrique, la société civile. Évaluer la politique municipale vis-à-vis du secteur associatif. Cinquièmement, la rubrique concernant les finances. Évaluer l'évolution de la pression fiscale et la répartition des différents budgets, en considérant la priorité toujours de l'intérêt collectif par rapport à la nécessité d'optimiser la pression fiscale des citoyens. Sixième rubrique de l'audit, activités annexes. Évaluer les bénéfices réels retirés par l'habitant de la cité de la mise en œuvre des activités municipales dites en budget annexe. Ces activités concernent les opérations non explicitement prévues par le Code des collectivités territoriales comme relevant de la mission première d'une municipalité et que le Code impose aux municipalités de traiter de façon comptable dans un budget à part. Septième rubrique d'études et d'évaluation, les services publics. Évaluer les services publics existants selon le principe du nécessaire équilibre du coût par rapport aux services rendus à l'usager. Et évaluer également les besoins et le niveau de gratuité souhaitable. Huitième chapitre, l'économie. Évaluer les stratégies de développement du commerce et de l'artisanat et de l'industrie locale. Et neuvième rubrique, le tourisme, la culture, le patrimoine. Évaluer les actions mises en œuvre par le conseil municipal pour valoriser le patrimoine historique et culturel de la ville afin de dynamiser son activité économique et touristique. Alors, donc, ces 9 rubriques d'audit sont naturellement un schéma que nous proposons, mais qui peut naturellement être adapté selon les nécessités de la localité. Ces évaluations, naturellement,
font l'objet d'une notation. Une notation pour chaque rubrique et ensuite d'une moyenne de notation pour l'ensemble des rubriques. C'est donc, si on veut parler de la finalité de l'audit, on a une objection qui nous est parfois présentée, émanant pourtant de sympathisants qui sont engagés dans l'action citoyenne, qui est pourquoi perdre son temps à fouiller dans la gestion locale alors que le vrai pouvoir se trouve à Paris, au palais de l'Élysée. Le vrai pouvoir de changer nos conditions de vie. Mais ce raisonnement est une grave erreur. Car il ne faut pas oublier que les conditions de vie du citoyen sont rythmées en grande partie par la fiscalité et que le pouvoir local exerce une pression très importante sur notre niveau de vie par le biais des impôts locaux. Impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation, même réformées, taxes professionnelles, même éclatées, en CET, CEV, CVAE, et taxes divers, ordures, énergie, etc. Une pression qui implique d'ailleurs que nombre de citoyens payent plus d'impôts directs locaux que centraux, et sans même s'en rendre compte. De plus, le pouvoir local, indépendamment des prélèvements obligatoires fiscaux, est souverain pour tout ce qui concerne l'accès et la gestion des services publics de proximité, qui sont des éléments clés des conditions de vie des habitants de la cité. Il en résulte qu'à l'évidence, un bon nombre de facteurs constitutifs du niveau de vie du citoyen ordinaire sont conditionnés par les décisions du pouvoir local et non pas national. Et que influer sur elles, c'est influer directement sur la vie quotidienne du citoyen. Cette démarche nouvelle, par ailleurs, inverse le rapport pouvoir local administré, dans la mesure où elle introduit une notion d'obligation de résultat qui va progressivement prendre le pas sur celle d'obligation de moyens. Cette obligation de moyens, qui peut être exprimée en raccourci par cette phrase: le rôle d'un conseil municipal, c'est de se contenter de dépenser le budget issu des prélèvements obligatoires sans se préoccuper d'évaluer objectivement les satisfactions populaires qui en résultent. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de l'audit, il va de soi que cet audit ne peut pas être effectué par l'Assemblée locale tout entière et qu'il doit être confié à un comité citoyen composé de citoyens pourvus de compétences en gestion, comptabilité, voire marketing. Par ailleurs, l'audit communal citoyen, qui ne doit pas se limiter à la commune proprement dite, mais viser tout l'ensemble territorial, comme département, région, ne doit pas non plus se contenter de livrer une feuille de notation, comme je l'ai dit, sur les 9 rubriques d'études énumérées plus haut. Mais il doit aussi livrer une liste de préconisations, en rapport, bien entendu, avec et en conséquence des résultats de la notation de chaque rubrique. Et c'est sur la base de ces notations, et c'est sur la base de ces préconisations que pourront s'engager les débats de l'Assemblée citoyenne. Voici du concret. Mais attention aux confusions. Lorsque je dis cela, je ne dis pas que cet audit citoyen, qui va être réalisé forcément par quelques-uns, doit être pris comme un dogme ou comme un programme politique, ni même comme une feuille de route fixée pour l'action citoyenne, mais uniquement comme une base possible destinée à nourrir les débats particuliers dans l'Assemblée citoyenne de la localité dont il traite. Alors, pour illustrer cette proposition, l'association des débats citoyens vient de réaliser un premier audit, un audit test, sur une petite commune de 1300 habitants, située en Saône-et-Loire, Couche, qui est le premier du genre, mais qui est destiné à être suivi de plusieurs autres centrés sur certaines autres localités du département. Par ailleurs, nous pensons que cet audit de Couche pourra utilement servir d'exemple pour les citoyens d'autres communes de France, plus grandes, plus petites, et situées ailleurs sur le territoire national. L'audit communal citoyen nous semble devoir être le premier travail à réaliser dans le cadre de l'instauration de toute assemblée citoyenne locale, ACL,
et quelle que soit l'importance et la situation de la commune, en constituant la trame des premiers débats de cette Assemblée. Ainsi, nous encourageons tous les citoyens démocrates, partout en France, à engager ce type d'audit, dont le principal intérêt, rappelons-le encore, une fois, n'est pas de promouvoir le jugement de quelques-uns, si pertinent puisse-t-il être, mais de susciter le débat entre tous les citoyens. En conclusion, je dirais que ces actions immédiates, ces actions possibles et ces actions réalisables, que sont les mises en place d'assemblées citoyennes locales, et leurs premières applications concrètes, que sont les audits communaux citoyens, sont des chantiers majeurs pour l'émancipation du peuple. Ces actions commencent à se disséminer un peu partout, et nous devons les accompagner partout où nous sommes, dans chaque ville et dans chaque village de France. Ces assemblées citoyennes locales constituent en effet de véritables prototypes démocratiques, et leur mise en réseau à venir, c'est ni plus ni moins que le laboratoire actuel de la démocratie directe, c'est-à-dire de la vraie démocratie.